Vous regardez Al24 News, Madame, Monsieur, bonsoir, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. La présidente de la Chambre des représentants américains, Nancy Pelosi, est arrivée à Taïwan cet après-midi, une visite qui pourrait enflammer des relations déjà tendues entre Washington et Pékin, Pékin qui annonce des actions militaires ciblées en représailles. Le chef d'Al-Qaïda, Ayman Zawahiri, tué en Afghanistan par une frappe de drone américain. Attendu ce matin à Istanbul, la première cargaison de céréales ukrainiennes n'accoste finalement que ce soir en raison de perturbations climatiques. Et puis des millions de Marocains demandent le départ du gouvernement. Plusieurs débrayages sont prévus tout au long de ce mois d'août. Fin de suspense donc, un suspense qui aura duré moins de 2 jours. L'avion américain de l'US Air Force transportant Nancy Pelosi s'est posé cet après-midi sur le tarmac de l'aéroport de Taipei à Taïwan. En dépit des menaces chinoises et des avertissements russes, la tournée asiatique de la présidente de la Chambre des démocrates l'a bel et bien menée vers ce territoire considéré comme un pan de sa souveraineté par Pékin. Un déplacement loin d'être anodin dans un contexte de tensions exacerbées entre les deux puissances rivales. Karim Bouaziz. Ils étaient à peu près 300 000 à suivre en direct via le site Flight Radar le trajet de l'appareil officiel, le fameux Spar 19, à bord duquel se trouvait la présidente de la Chambre démocrate Nancy Pelosi pour rejoindre Taipei, la capitale taïwanaise. Des internautes mi-passionnés, mi-inquiets de savoir si le troisième personnage de l'État américain, après son décollage de Kuala Lumpur en Malaisie, allait poser pied sur le territoire taïwanais considéré par Pékin comme le sien. Ce fut chose faite vers les coups de 16h heure algérienne. Les autorités chinoises n'ont eu de cesse de mettre en garde Washington contre une visite d'un haut responsable politique vue comme une provocation majeure. Les États-Unis auront assurément la responsabilité des conséquences et devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine. Je pense qu'il est très clair pour le monde que ce sont les États-Unis qui prennent des mesures provocatrices, entraînant des tensions dans le détroit de Taïwan. Et les États-Unis devraient et doivent assumer l'entière responsabilité de cette escalade. La Russie, elle, via sa porte-parole Maria Zakharova, parle de provocation délibérée. La Maison-Blanche, de son côté, a observé sa communication autour du voyage éventuel de Nancy Pelosi, s'est montrée quelque peu dans l'embarras. Interrogé, le porte-parole a tout de même soutenu que la figure démocrate avait le droit de visiter Taïwan. Embarras qui aussi par ailleurs a entaché également les autorités taïwanaises. Le gouvernement jusqu'au dernier moment s'est abstenu de faire des commentaires concernant une visite plausible de Nancy Pelosi. Le Premier ministre Su Tseng-Chang a éludé les questions des journalistes quelques heures avant que l'avion officiel Air Force One ne foule le tarmac de l'île. Si le gouvernement taïwanais est dérouté par la politique américaine et que cette dernière est ambivalente, voire ambiguë, d'un côté le département d'État ne reconnaît qu'une seule Chine, à savoir le gouvernement de Pékin, et d'un autre, l'occasion du soutien envers le nationalisme taïwanais n'est jamais manquée, même si la balance a quelque peu penché envers la dernière option ces derniers temps. Surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, qui fait de la réunification de la Chine une priorité absolue. Alors cette visite est considérée comme un affront à la Chine, mais elle dénote également la solidarité américaine avec les 23 millions d'habitants de Taïwan, une solidarité plus importante que jamais, écrit Nancy Pelosi sur son compte Twitter dès son arrivée. La provocation américaine risque donc d'enflammer des relations sino-américaines déjà tendues. Le ministère chinois de la Défense promet des actions militaires ciblées de la part de son armée.
Et puis les réactions s'enchaînent suite à l'arrivée de Nancy Pelosi à Taïwan, à commencer par celle du Kremlin qui la qualifie de provocation. Le Kremlin qui insiste sur la solidarité absolue de la Russie avec la Chine. Nous considérons cette visite, que je ne sais pas comment appeler, comme une autre action provocatrice de l'administration américaine visant à exercer une pression supplémentaire sur Pékin. Nous considérons que la résolution de la situation dans le détroit de Taïwan est une affaire purement interne à la Chine, bien sûr. En tant qu'État de la région Asie-Pacifique, la Russie espère que le problème de Taïwan sera résolu sans porter préjudice à la paix et à la stabilité dans la région. La position de principe de la Russie sur la question de Taïwan reste inchangée. Nous partons du principe qu'il n'y a qu'une seule Chine, que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime représentant toute la Chine et que Taïwan en fait partie intégrante. Le chef d'Al-Qaïda, l'Égyptien Ayman Zawahiri, a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan par une frappe de drone américain. Joe Biden l'a annoncé hier en direct à la télévision. Zawahiri était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Il avait pris la tête d'Al-Qaïda en 2011 après la mort d'Oussama Ben Laden et les autorités américaines promettaient 25 millions de dollars pour tout renseignement permettant de le retrouver. Safwan Ben Sabri. Ayman al-Zawahiri abattu par un drone américain, c'est ce qu'a déclaré le président américain Joe Biden. Longtemps dans l'ombre d'Oussama Ben Laden, al-Zawahiri est devenu numéro 1 de l'organisation après la mort de ce dernier. Il a eu un rôle de premier plan dans l'organisation des attentats du 11 septembre. Il a réalisé des vidéos, notamment ces dernières semaines, appelant ses partisans à attaquer les États-Unis et nos alliés. Aujourd'hui, justice a été rendue et ce dirigeant terroriste n'est plus. Cette mission a été soigneusement planifiée en minimisant rigoureusement le risque de nuire aux autres civils. Il y a une semaine, après avoir été informé que les conditions étaient optimales, j'ai donné l'approbation finale pour l'éliminer et la mission a été un succès. Celui qu'on appelait le cerveau d'Al-Qaïda a permis à l'organisation terroriste de survivre après la mort de son prédécesseur. Médecin de formation et de nationalité égyptienne, Ayman al-Zawahiri s'engage dans le militantisme à l'âge de 15 ans. Il fait ses classes dans le courant de Sayyid Qutb, célèbre théoricien de la mouvance des frères musulmans qui influencera plus tard l'idéologie du terrorisme. L'homme à la barbe fournie a été emprisonné en Égypte suite à son implication dans l'assassinat de l'ex-président égyptien Anwar Sadat. Après le 11 septembre, il fait partie avec Oussama Ben Laden des hommes les plus recherchés au monde. Les États-Unis mettent alors une prime de 25 millions de dollars sur sa tête. Celui qu'on surnommait Abdul Mu'izz, devenu apatride, se réfugie en Afghanistan, terreau fertile du terrorisme international. Annoncé mort à plusieurs reprises, le fugitif survit à 20 ans de traque, donnant des signes de vie de manière périodique. Loin d'avoir pu réaliser le plan initial d'Al-Qaïda, qui se voulait une organisation à la capacité d'action internationale, il ne peut empêcher le déclin de son organisation, affaiblie notamment par l'émergence de Daesh, groupe rival en conflit militaire et idéologique avec Al-Qaïda. Alors Ayman Zawahiri est-il vraiment mort ? Eh bien, les Afghans en doutent. La présence du chef d'Al-Qaïda à Kaboul constitue une violation claire des accords conclus à Doha en 2020 entre les Américains et les talibans, qui s'étaient engagés à ne pas accueillir le groupe terroriste sur leur sol. Je ne pense pas que ce soit vrai. C'est juste de la propagande, parce que nous avons déjà connu une propagande similaire, mais il n'y a jamais rien eu. En réalité, je ne pense pas qu'il ait été tué ici. Ils n'ont donné aucune preuve. Ils auraient dû montrer aux gens et au monde entier. Ils devraient le clarifier pour les gens. Comment ça se fait qu'il était là ? N'importe qui peut aller tuer n'importe qui derrière des rideaux, comme pour l'ancien chef d'Al-Qaïda. Mais on ne peut pas y croire. C'est probable que ce soit une autre personne qui ait été visée et qu'il l'ait juste identifié avec son nom. Il y a beaucoup d'autres endroits où il aurait dû être. Il aurait dû être au Pakistan ou en Irak.
Dans l'actualité, la première cargaison de céréales ukrainiennes attendue ce matin à Istanbul n'accostera finalement que ce soir. Le mauvais temps en mer Noire a ralenti la desserte du navire céréalier. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Depuis le début de la crise russo-ukrainienne, un navire vraquier spécialisé dans le transport des céréales a pour la première fois quitté le port d'Odessa à destination du port de Tripoli au Liban. La cargaison attendue à Istanbul accuse un retard pour cause de mauvais temps en mer Noire. Le navire ukrainien est attendu finalement vers minuit au large d'Istanbul. Il continuera sa route vers sa destination à la suite des inspections qui seront menées par des experts russes, ukrainiens, turcs et des Nations Unies à Istanbul. Hier matin, un navire à cargaison sèche battant pavillon de la Sierra Leone et transportant 27 000 tonnes de maïs a quitté le port ukrainien d'Odessa à destination du Liban. L'activité de ce navire a été planifiée et continue d'être suivie par le Centre de coordination conjointe depuis le début de la phase de planification. Le navire nommé Razoni, dont nous avons surveillé l'arrivée et que nous attendions plus tôt, devrait jeter l'ancre à Istanbul après minuit en raison de l'état de la mer. Les États-Unis se réjouissent de ce premier pas important et notent que le véritable test aura lieu dans les jours et les semaines à venir. Il s'agit d'un premier pas important et nous sommes heureux de constater qu'un premier navire est parti. Il contient 27 000 tonnes de céréales. Mais gardez à l'esprit qu'il y a environ 20 millions de tonnes de grains dans des silos stockés en Ukraine qui ont été retenus par le blocus russe d'Odessa jusqu'à présent et qui doivent sortir. D'autres convois vont suivre ce premier départ en respectant le couloir maritime et les formalités convenues selon l'accord signé qui autorise la reprise des exportations ukrainiennes sous supervision internationale. Ce déblocage permettra d'atténuer une crise alimentaire après l'augmentation des prix des céréales sur le marché mondial. L'Algérie est africaine de par son destin et son prolongement, et son avenir est africain. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune l'a déclaré à l'occasion de son entretien périodique avec la presse. Abdelmadjid Tebboune qui réaffirme par ses propos le sentiment naturel d'appartenance à l'entité africaine, un sujet sur lequel revient justement Tinhinan Makassi. Lors de son entretien périodique avec la presse, le président algérien Abdelmadjid Tebboune réaffirme la constance de l'engagement africain de l'Algérie, et ce sur plusieurs volets économiques, sécuritaires et politiques. Dans son engagement, l'Algérie est guidée non seulement par la consolidation des acquis des indépendances, tout en gardant l'œil tourné vers l'avenir du continent. إفريقيا عندها أمل كبير في الجزائر والجزائر ماشية مع كل دول إفريقية يعني بنية حسنة وبنية خالصة يعني لحل المشاكل. Concernant les abcès du Sahel, sans doute le plus brûlant des dossiers africains, le président algérien rappelle là encore la portée de la politique étrangère de l'Algérie. Une politique en adéquation non seulement avec le droit international, mais aussi la souveraineté des pays et les intérêts des peuples. ناس اللي حاسدين الجزائر في هذا الدور ولكن الشيء اللي ما يعرفوش هو أن الدور طبيعي تاع الجزائر ولا واحد يقدر يحرمها من الدور الطبيعي نتاعها ولا واحد يحرمها من الدور الاستراتيجي نتاعها وعندها الإمكانيات تاع تطبيق دورها تاع لعب دورها الاستراتيجي. 60 ans après son indépendance, l'Algérie inscrit dans la continuité son serment et réaffirme que l'avenir de l'Afrique est africain. Et on reste en Afrique où, après plusieurs mois d'attente, les signataires de l'accord de paix issu du processus d'Alger sont à nouveau réunis à Bamako. Des travaux qui doivent durer toute une semaine avec pour objectif de relancer l'application de l'accord de paix de 2015, gelé depuis près de 10 mois. En tant que partie malienne à l'accord, il ne saurait en effet exister des questions qui ne puissent faire l'objet de discussions et de compromis entre nous dans l'intérêt supérieur de notre nation. La volonté du gouvernement à la poursuite et au parachèvement de la mise en œuvre intelligente
de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali issu du processus d'Alger et illustré dans son plan d'action gouvernemental 2021-2022 adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de transition, l'organe législatif de la transition. Conformément au mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité, nous ne ménagerons aucun effort pour aider au succès de cette réunion de concert avec les autres membres de la médiation internationale. Et évidemment, notre appui est acquis pour aussi aider à la mise en œuvre des conclusions auxquelles vous arriverez. Après tout, le soutien à la mise en œuvre de l'accord de paix est l'une des priorités stratégiques de la MINUSMA. La responsabilité de chaque partie consiste à faire avancer cet accord et à faire prévaloir avant tout l'intérêt suprême du Mali, estime l'ambassadeur de l'Algérie au Mali, chef de file de la médiation internationale. La médiation est aussi convaincue que les parties sont totalement conscientes de la nécessité de réussir cette réunion décisionnelle. Aujourd'hui, la responsabilité de chacune des parties consiste à saisir cette opportunité pour faire avancer le processus de mise en œuvre de l'accord. Aujourd'hui aussi, la responsabilité de chaque partie consiste tout autant à faire prévaloir d'abord et avant tout l'intérêt suprême du Mali en tant que pays et nation. Et puis les pays du G5 Sahel évaluent depuis hier l'état d'avancement des engagements pris lors du sommet de Nouakchott consacré à l'enseignement dans la région du Sahel. Au menu des discussions, les défis auxquels fait face l'enseignement ainsi que la vision future en application des recommandations du sommet sur l'enseignement qui s'est tenu à Nouakchott en décembre 2021. Au Maroc, cette fois-ci, le cercle des protestations contre la mauvaise gestion du gouvernement s'élargit. Des millions de Marocains demandent le départ de ce gouvernement en raison de la hausse alarmante des prix, de l'effondrement du pouvoir d'achat et des restrictions aux droits et libertés dans le royaume. D'ailleurs, plusieurs syndicats ont décidé de débrayer tout au long de ce mois d'août. Et au lendemain des élections législatives au Sénégal, l'opposition affirme avoir obtenu une majorité confortable à l'Assemblée nationale, tandis que le camp présidentiel campe sur ses positions et affirme le contraire. Le tout alors que le décompte des voix se poursuit encore et que les résultats définitifs doivent être annoncés au plus tard vendredi par la Commission nationale électorale des votes, Sohila Kilal. Au Sénégal, la tension est à son paroxysme et la guerre des déclarations fait rage. Au lendemain des élections législatives, l'opposition affirme avoir obtenu une majorité confortable à l'Assemblée nationale, alors que le camp présidentiel, lui, revendique la victoire. C'est cette démocratie-là que nous fêtons avec la victoire de l'intercoalition Yewwi Wallu aux législatives de 2022. Aujourd'hui, il faut que le Benno Bokk Yakaar se le tienne pour dit. Le président Macky Sall avec sa coalition sont battus. C'est inédit au Sénégal. Et la cohabitation politique, ce n'est pas une honte. C'est de la politique. Pour l'opposition donc, la cohabitation est inévitable et la victoire proclamée par le camp présidentiel est, je cite, préfabriquée. Une bataille des chiffres et des déclarations de part et d'autre qui traduisent l'effervescence et la tension qui règnent au Sénégal à quelques heures du bouclage final des décomptes et l'annonce du vainqueur. Ces élections à un seul tour visent à renouveler pour 5 ans les 165 sièges du Parlement pour l'instant largement contrôlés par la liste présidentielle Benno Bokk Yakaar. Ces législatives, dernier scrutin avant la présidentielle de 2024, font figure de test après les élections locales de janvier remportées par l'opposition dans de grandes villes de ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'opposition veut aussi contraindre Macky Sall à renoncer à toute velléité de candidature pour les présidentielles de 2024. Le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre nomme l'ancien chef adjoint et porte-parole du groupe Al-Shabaab au poste de ministre des cultes lors d'une cérémonie à Mogadiscio. Cette nomination intervient quelques semaines après que le président récemment élu, Hassan Sheikh Mohammed, a laissé entendre que son gouvernement était prêt à négocier avec Al-Shabaab. Le 2 août 2022, j'ai l'honneur de me présenter devant vous pour annoncer le nouveau cabinet ministériel que je dirigerai. Avec respect et dignité,
Je demande aux honorables membres de la Chambre du peuple d'approuver le nouveau cabinet que j'ai nommé et son programme que j'ai rapidement présenté à la Chambre. Enfin, j'appelle le peuple somalien, où qu'il soit, à accueillir et à travailler avec le nouveau cabinet d'intérêt national pour qu'il puisse remplir ses lourdes fonctions nationales. Et puis sachez que 32 manifestants et 4 casques bleus ont été tués dans plusieurs villes de l'Est de la République démocratique du Congo. Un bilan toujours provisoire après une semaine de manifestations contre la mission des Nations Unies qu'ils jugent inefficace. J'étais près de l'avenue de l'hôtel lorsque la MONUSCO est arrivée et a commencé à tirer sur les gens. Ils voyaient les gens et tiraient sur n'importe qui. On m'a tiré dessus alors que je me cachais pour essayer de voir ce qui se passait. Je suis tombé et je me suis traîné sur le sol pour me mettre en sécurité parce qu'ils m'avaient tiré dans la jambe. C'était hier dans l'avant-midi lorsque les casques bleus sont venus de l'Est et comme ils venaient de passer à la barrière de la DGM, alors il fallait qu'ils traversent la barrière de la DGDA et là le service de la sécurité au niveau local a demandé à ce qu'il y ait la fermeture de la barrière. Et juste quand on a mis les cadenas sur la barrière, l'aide est descendu de la Jeep. Et là, il a pris directement l'arme et commencé à tirer sur les cadenas, juste pour l'ouverture du cadenas. Le gouvernement ne peut pas abandonner son peuple. C'est pour cela que je suis là avec vous et les autres, en attendant qu'on puisse suivre leurs soins appropriés ailleurs ou bien à Béni, selon la réquisition du médecin. Pendant ce temps, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a affirmé qu'Antonio Guterres s'était entretenu avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi, au lendemain du meurtre d'au moins 3 personnes par des soldats de l'ONU à la frontière de l'Ouganda. Guterres qui affirme que les Nations Unies sont totalement engagées en faveur de la paix et pour une coordination et une coopération avec les forces armées congolaises afin de résoudre la situation et d'apporter la stabilité dans l'est de la RDC. En Ouganda, le bilan des inondations qui ont touché ce week-end de la ville de Mbale, située à l'est du pays, est monté à 22 morts et 10 blessés graves. Les inondations ont été causées par la crue de 2 rivières après des pluies diluviennes qui ont également engendré des coulées de boue. Des dégâts considérables ont été enregistrés, obligeant des centaines d'habitants à quitter leur domicile. L'eau avait englouti quelques objets. Les ordinateurs ont été submergés par l'eau. Nous avions le matériel d'apprentissage des élèves. Et l'eau arrivait avec beaucoup de force. Alors nous avons simplement quitté les lieux parce que nous ne pouvions pas faire grand-chose. L'eau augmentait à très grande vitesse. Tant de choses ont été perdues. Nous avons dû courir pour sauver nos vies en essayant d'ouvrir la porte, mais c'est l'eau qui est entrée à l'intérieur. Mais par grâce de Dieu, nous avons juste réussi à passer et nous avons tout laissé derrière nous. Ce drame en Palestine, un jeune Palestinien a été assassiné hier soir par les forces de l'entité sioniste à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Dirar Riyad al-Kafrini était âgé de 17 ans. Il porte le nombre de victimes palestiniennes tuées depuis fin mars en Cisjordanie occupée à 55. L'armée sioniste qui par ailleurs a procédé à l'arrestation du Palestinien Bassam Saadi lors d'un raid dans le secteur de Jénine également. L'armée sioniste qui a ordonné par là même la fermeture de plusieurs routes le long de la frontière avec la bande de Gaza. La Palestine, où une manifestation s'est tenue contre la création d'un avant-poste de colonie près du village de Beit Dajan, à l'est de Naplouse, en Cisjordanie occupée. Une manifestation réprimée par la force. Les soldats de l'occupation sioniste ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur les Palestiniens.
Et le bras de fer se poursuit en Irak alors que les rivaux politiques de Muqtada Sadr ont manifesté par milliers à Bagdad. Des partisans de l'influent leader chiite continuent d'occuper le Parlement irakien pour le 4e jour consécutif en signe de protestation contre un candidat au poste de Premier ministre proposé par leurs adversaires. Et puis la commission électorale pakistanaise accuse le parti de l'ancien Premier ministre Imran Khan d'avoir accepté des millions de dollars de donations illégales provenant de l'étranger, des dons provenant d'Australie, du Canada, des Émirats arabes unis ou encore des îles Caïmans. L'affaire remonte à 2014 quand un membre du PTI avait accusé les dirigeants du parti d'irrégularité financière. La loi pakistanaise est claire à ce sujet. Elle interdit aux partis politiques de recevoir des fonds ainsi que des dons d'entreprises ou encore d'individus de nationalité étrangère. La commission électorale du Pakistan a annoncé aujourd'hui qu'il existe des preuves que des étrangers ont financé le PTI, que des sociétés pakistanaises ont financé le PTI, ce qui est tout à fait illégal car vous entrez alors dans la catégorie des partis bénéficiant d'une aide étrangère. Nous voulons une élection anticipée. Cette incertitude politique donne lieu à une stabilité économique. Nous voulons aller de l'avant vers une élection. Certaines personnes attendaient une décision très extrême aujourd'hui, mais ils ont donné une décision biaisée sur ce qu'ils auraient pu faire d'autre contre nous. Et c'est avec cette information que l'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une page météo juste après ce journal. Et pour plus d'informations, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter ou encore YouTube. Il vous suffit simplement de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Bonne soirée.